Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 25, le miracle de la terre. Et la pression montait. Cette invasion du réel, cela ne paraît pas croyable. C'est trop simple. C'est un conte de fées. Nous ne pouvons pas imaginer autre chose que la vie comme tous les jours. Nous ne pouvons pas croire qu'un jour ce ne sera plus comme cela, ou c'est si loin, si loin. On nous a raconté tant d'histoires. Et si on nous prend au détour du chemin, à l'impromptu, même parmi ceux qui croient, entre guillemets, il y a ce réflexe si spontané que c'est comme notre chair même. Eh bien, oui, on meurt. Eh bien, oui, on vieillit. Eh bien, oui, c'est oui à la mort, oui à la catastrophe. C'est incoercible, c'est comme cela. C'est tout le tissu de notre existence qui est comme cela. C'est pétri de mort. On peut faire un peu de mousse autour, remuer de jolies idées, idéaliser, poétiser. Mais au fond, entre guillemets, on sait bien. C'est vraiment l'hypnotisme puissant, organisé, irrévocable, semble-t-il, de notre première matière. Même si nous savons que c'est un hypnotisme, au premier symptôme inquiétant, nous nous précipitons chez le médecin. Est-ce que ce n'est pas un cancer ? Alors tout dégringole. Et voilà des milliers d'années que ça dégringole. C'est pour cela qu'aucune idée, aucun livre, aucune révélation, aucun évangile, même aucune preuve ne convertira cette habitude mortelle. Et Sri Aurobindo s'est tu. Sauf si quelque chose, entre guillemets, empoigne cette matière tout au fond, tout dedans, à la racine, et lui extirpe son mensonge. Et la foi ne sera pas tant que le travail ne sera pas accompli, disait Sri Aurobindo. Alors, quel espoir avons-nous de faire comprendre le grand espoir ? Et en même temps, on voit que c'est un voile si mince, ce n'est rien, un souffle presque. Cette chose si fatidique qui coiffe le monde, si inexpugnable, c'est un rideau presque transparent, ça n'a jamais été si mince. Il y a un formidable changement invisible dans le monde. Il y a 2 ans même, ce n'était pas comme cela. Le dire est vain peut-être. Vain de dire ou de tenter de dire le secret de Sri Aurobindo et de Mère. Tant que ce ne sera pas là, on ne croira pas. Et c'est pour cela qu'on pilonne la matière, la triture du dedans, la tourne et la retourne dans tous les sens comme un moribond sur son lit de douleur jusqu'à ce que ça sorte de nous, alors nous croirons. Et nous comprenons bien que ça ne peut pas être un miracle qui nous saisit du dehors. Toutes les apparitions sublimes ratent 2 minutes après leur apparition. Toutes les révélations divines s'emberlificotent au premier tournant. Il faut que ce soit la matière même qui change. Il faut que ça nous prenne dedans et c'est ça,
aussi clair qu'une pomme d'api ou qu'un coup de poing sur le nez. Il faut que ce soit notre propre miracle. Tout d'un coup, l'illusion tombe. Il n'y a plus à croire, c'est un fait. Alors tout nous tombe des mains, ça ne veut plus rien dire. Peut-être est-ce comme cela que se produira la première invasion du réel, à rebours, une subite désinvasion de tout ce qui nous habite, une fantastique heure creuse, nulle, tout échappe, ça n'a plus de sens, un grand moment insensé, une prodigieuse minute d'irréalité. L'écroulement de l'irréel, comme des écailles qui tombent des yeux. Et nous croyons entendre un formidable rire monter du fond de ce désencombrement subite. Non, peut-être pas du tout de catastrophe finale, un formidable rire de liberté. Oh, tout est un grand mystère, mais peut-être après tout un mystère souriant. Il y a seulement ceux qui ne sauront pas rire, les hommes de plâtre. Et un rire divin prendra les hommes par surprise. La substitution de vibrations. Mais en fait, toujours les hommes sont pris par surprise. Ils croient régir les destinées du monde ou même celles de leur pays, leur foyer, même leurs pas dans la rue, et ils se retrouvent là où ils n'avaient pas prévu. Le mystère, c'est peut-être de ne pas comprendre tout le mystère de cette petite seconde présente. C'est là, à chaque seconde. La grande désillusion de la fin ou du commencement nouveau, elle transperce à chaque instant la croûte des apparences, pour ceux qui savent ne pas regarder comme d'habitude. Un immense voile d'habitude nous masque le prodigieux changement. Cette infiltration du pouvoir supramental dans le corps de mer, ce petit pointillement de lumière de toutes les couleurs, irisé, se répète dans le corps de la terre, comme si, à chaque seconde et en doublure de chaque vibration de mensonge, il y avait une vibration de vérité. Et selon le regard presque, selon l'attitude prise par chacun ou chaque pays ou chaque organisation, c'est la vieille vibration catastrophique qui filtre, se déroule, accidente, décompose et déforme, détruit finalement, ou bien sa petite doublure claire qui passe. Et les mêmes circonstances sont mortelles ou bénéfiques, ouvertes ou fermées. C'est un étrange kaléidoscope, presque magique, qui tourne et se retourne dans les consciences, dans les nations, dans les affaires, partout, et fait un tableau clair ou obscur avec les mêmes éléments. C'est vraiment la magie de chaque seconde, et c'est là, si l'on regarde bien, comme si vraiment le monde entier pouvait être transformé en une seconde selon le côté choisi, l'attitude choisie, la vibration choisie. Le mystère de la fin est à chaque instant
en tout petit, minuscule. Ça commence tout de suite. C'est commencé. On accroche cette vibration-là ou l'autre, on accroche l'accident ou la minuscule merveille qui n'a l'air de rien. C'est le miracle invisible parce qu'on ne s'en aperçoit que quand il y a accident. On ne s'aperçoit pas du non-accident, du tout naturel. Et pourtant, quelquefois, on voit. Alors on voit, à chaque seconde, l'irréel et sa doublure de réel. L'accident irréel, la mort irréelle, le conflit, l'émeute irréelle qui se concrétise ou non, frappe ou non, qui prennent la place du réel ou non. Quand c'est bien accidenté, on dit que c'est réel. Oui, c'est une illusion réelle. C'est une question de choix. À chaque seconde et en toute chose, toute circonstance, les deux vibrations sont là, superposées. Le déchirement du voile n'est pas de main, il se déchire microscopiquement à chaque instant, exactement comme cette grande harmonie qui se change en une grave maladie dont parlait Mère. À chaque instant, son corps apprenait à choisir entre la vie et la mort, le réel ou l'irréel, ce petit pointillement de lumière irisée ou la vieille habitude. Tout est pareil et tout est mortel ou merveilleux. Il n'est pas besoin de se déplacer ou de déplacer quoi que ce soit pour que cette conscience de vérité remplace la conscience de déformation. C'est-à-dire que la capacité de vivre et d'être cette vibration vraie paraît avoir le pouvoir de substituer cette vibration à la vibration de mensonge et de déformation. Peut-être que l'émerveillement vient quand la quantité infiltrée est suffisamment grande pour être perceptible. Mais j'ai l'impression, et une impression très aiguë, que c'est un phénomène qui se produit tout le temps, partout, d'une façon minuscule, pointillante, pourrait-on dire, infinitésimale, et que, dans certaines circonstances, conditions qui sont visibles pour cette vision-là, c'est une sorte de gonflement lumineux, je ne peux pas expliquer. Là, la masse de l'infiltration est suffisante pour donner l'impression du miracle. Mais c'est le miracle de la terre tout entière. En effet, le miracle vraiment, celui auquel nous assistons en aveugle, c'est que la trame a lâché dans le corps terrestre. Nous voyons démesurément se débattre ou s'imposer la vibration de mensonge parce que les fils noirs de la trame se détachent sur un ciel clair que nous ne voyons pas. Avant, on ne voyait rien du tout. C'était la trame élégante, polie, compacte, sans un trou d'air. C'était si plein de mensonges astiqués qu'on n'y voyait que du feu. Maintenant, ça ressort.
Le tout est de trouver le secret de l'aération. On nous pilonne un peu pour cela. On nous met au bord de tous les accidents possibles pour nous apprendre à choisir le non-accident, à passer à travers les mailles de l'irréel. En langage simple, en toutes circonstances, n'importe lesquelles, les plus minuscules, les plus insignifiantes, nous sommes mis en présence des deux attitudes ou des deux possibilités, des deux vibrations. Celle qui dissout le mensonge, la maladie, la mort, l'accident, les méandres interminables, les déformations innombrables, ou celle qui le concrétise, le durcit. C'est juste une petite attitude intérieure, un gonflement lumineux, comme disait Mère, une sorte d'appel d'air au milieu du mensonge habituel. Un temps d'arrêt. On regarde ailleurs. Une seconde. On sort de l'habitude d'être n'importe comment et de réagir n'importe comment, comme d'habitude, entre guillemets, comme une méduse dans le bain atavique. Un petit appel. Oui, un trou dans la trame. Et c'est là tout de suite. C'est là matériellement. Ça répond instantanément. C'est cela le miracle. Avant, il fallait des concentrations et des contemplations et des purifications. Et maintenant, c'est juste comme une goulée d'air. Le miracle est extraordinairement simple et matériel. C'est cela le travail de Sri Aurobindo et de Mère. Ils ont fait un trou là-dedans. Ils ne sont pas allés s'évanouir dans les hauteurs. Ils ont desserré la trame dans leur propre corps. Alors, c'est desserré dans tous les corps. Le passage est ouvert. Ce fameux Mahaspata des rishis védiques, le grand passage. Et c'est toute la terre qui peut passer, qui est en train de passer. Si on regarde du côté noir, alors on vire dans le noir. C'est désespérant, sans issue. C'est la destruction, la bouillie gluante. Et puis, juste un petit coup d'œil de l'autre côté, du côté clair, et tout est changé. On respire, c'est clair, ça n'existait pas. Et chaque pays, tout, est en train d'apprendre la leçon du miracle. Alors, où sont les désespérés du monde? Ceux qui tiennent absolument à la trame, ceux qui veulent la mort, mais que les autres respirent la grande bolée, qu'ils ne se laissent pas asphyxier par l'irréalité, elle s'asphyxiera elle-même, toute seule, très bien. Qu'ils s'accrochent à la petite vibration légère, là, en doublure de tout cet énorme mensonge putride. Il n'y a pas besoin d'y penser, il n'y a pas besoin d'être sage, il n'y a pas besoin d'être solennel, pas besoin de savoir des quantités de choses du vieux monde de la cage et des lois de la cage. C'est une façon de respirer. Une petite vibration argentée qui coule dans les cellules et qui parfois même s'empare de toute une foule. L'intervention ou la manifestation de la vibration vraie ne dépend pas des égos ni des individualités,
individualité humaine ou individualité nationale ou même individualité de la nature, animaux, plantes, etc. Cela dépend d'un certain jeu des cellules et de la matière où il y a des agglomérations qui sont particulièrement favorables pour produire la transformation. Pas transformation, la substitution, pour être exact. La substitution de la vibration de vérité à la vibration du mensonge. Et le phénomène peut être très indépendant des groupements et des individualités. Ce peut être un morceau ici, un morceau là, une chose là, une chose là. Et cela correspond toujours à une certaine qualité de vibration qui produit comme un gonflement réceptif. Alors là, le phénomène se produit. C'est ce qui s'est produit en 1968. La tour de Babel à rebours. Il y a des moments dans l'histoire qui sont comme une répétition générale d'un certain tableau évolutif de l'avenir. Et l'on peut saisir les défauts, les obstacles, les forces contestantes, mais aussi la poussée centrale et le levier inattendu, le quelque chose d'indescriptible, peut-être, mais qui est comme la note de l'avenir. Et le tableau se répète ici, là, en petit, en grand, dans les individus ou dans les peuples, jusqu'à ce que tout arrive à un point homogène, comme disait Mère. Étrange année, cette année 1968. C'est le deuxième grand tournant du yoga de Mère. Le début de la tentative de transformation corporelle de cette vieille matière figée par des millénaires de cages. Une formidable pression pour que ça change. C'est comme cela, ou changer, ou se dissoudre, affirmait-elle en 1968, juste un mois avant la petite opération radicale. Et elle ne riait pas. Elle a 90 ans, cette année-là, 5 ans encore à vivre de cette vie-ci. On vient de sortir de la première guerre d'Israël. La guerre du Biafra a commencé. C'est l'inauguration d'Auroville, la ville de Sri Aurobindo, à quelques kilomètres de Pondichéry, un symbole de l'unité humaine concrète. C'était un 28 février. Du futur béton, peut-être, mais avant tout des hommes, une poignée, sur les collines de terre rouge, qui acceptaient de faire l'expérience de la nouvelle conscience dans leur corps et dans leur vie. Cette conscience de l'unité matérielle du corps terrestre. Comment cela peut-il s'incarner dans une vie collective? Comment des corps humains supporteront-ils l'infiltration de cette vibration vraie? Se laisseront-ils modeler par elle et en conséquence organiseront-ils leur vie selon des normes qui ne sont plus humaines, ni mentales, mais supramentales
et supra-humaine. En quelque sorte, une première tentative de formation d'un noyau de la prochaine espèce. Un terrain d'évolution expérimentale. Un monde en complète genèse, de A à Z, sans référence. Tout à inventer, ou plutôt à laisser inventer par la croissance interne de cette nouvelle conscience. Une sorte de défi, parce que les hommes, il n'y a rien de plus humain, par définition. Chacun arrive avec son bagage de moralité ou d'immoralité, de spiritualité ou de non-spiritualité, d'idéalité et le reste, et tout est à démolir. Toute la vieille croûte, idéale ou non, jusqu'à l'assise cellulaire claire. Quelque chose qui ne demande pas de l'héroïsme, ou peut-être, après tout, mais une extraordinaire sincérité de but qui ne laissera pas un atome de vieux réflexe boucher le courant de la petite vibration claire. Et une seule fois, la conscience de l'avenir et ce formidable pouvoir qui peut tout, si on le laisse faire. Toute la difficulté de l'entreprise est dans ce seul laisser faire. Personne ne veut laisser faire. Bien entendu, chacun a son idée sur la façon dont cela devrait se passer ou ne pas se passer. La difficulté de la Terre se mesure là, très symboliquement et très simplement. Auroville, c'est l'expérience témoin de la Terre. Ce n'est pas une question de millions de francs pour construire une ville, pas même une question de milliers d'hommes pour peupler une ville, surtout pas une question de succès humain pour fabriquer une super-humanité exemplaire dotée de super-écoles et super-bibliothèques, une poignée d'hommes qui vraiment, intégralement, laisseront triturer leur matière par le nouveau pouvoir pour voir ce qui sortira de là. Des échantillons transparents. Réussiront? Réussiront pas? Tout dépendra de leur sincérité. Si seulement quelques hommes sur la terre comprenaient non seulement dans leur tête et dans leur cœur, mais dans leur corps, que ce pouvoir peut tout faire. Rien n'est impossible. Aucune loi ne tient. Il n'y a pas de problème matériel, il y a à traverser la trame, c'est tout. De l'autre côté, c'est le miracle perpétuel à chaque seconde. En somme, quelques hommes qui veulent bien apprendre la leçon du miracle. Des hommes clairs. Des hommes désencombrés. Pas si facile. Mais silencieusement, comme mère dans sa chambre, s'il laisse filtrer quelques gouttes claires à travers les mailles de la trame, ils peuvent révolutionner le monde invisiblement
plus que toutes les bombes empilées dans tous nos charmants pays et plus que toutes les équations d'Einstein. Parce qu'il n'y a qu'un corps et c'est l'infaillible équation de l'avenir. Est-ce qu'il y en aura 3? 3 hommes. Ce serait intéressant à voir. Auroville est une grande aventure, disait-elle. Nous la voyons encore, juchée sur un petit tabouret, debout, en train d'écrire la charte d'Auroville, sur le rebord de la fenêtre, armée d'un grand parchemin et d'un stylo à feutre trop épais, qui faisait ressembler son écriture à des caractères cunéiformes. Je ne mets pas de solennité, prévenait-elle en se retournant à demi vers nous, et il y avait toujours cette petite malice amusée dans ses yeux. 1. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Je n'ai pas mis à aucun pays parce que l'Inde serait furieuse. Mais c'était cela l'idée. Pas de pays, surtout pas de pays, pas de frontières, pas de passeport. Et les simples 4 paragraphes un peu cunéiformes se poursuivaient tandis qu'elle fermait les yeux de temps en temps pour mieux voir. Puis elle nous expliquait « Pas de police, pas d'armée, pas de religion. » Oh, comme c'était bon d'imaginer ce lieu franc, sur une terre où même les forêts vierges sont barbelées. À moi, tout est à moi, sur la terre. Même les temples sont à moi. Il n'y a rien que des petits moi enfermés dans du cuir polissé. Et abolition pour commencer de l'héritage. Pas de propriété personnelle, pas d'argent. La première loi d'Auroville, c'est un moi plus vaste, qui était légèrement lui-même partout, dans tout. Mais il fallait apprendre le truc du non-moi, la petite vibration qui court partout. C'est une sorte d'adaptation du système communiste, remarquait-elle, mais pas dans un esprit de nivellement. Suivant la capacité, la position, pas psychologique ni intellectuelle, la position intérieure de chacun. Fini la hiérarchie des fantômes, la vraie hiérarchie, celle de la réalité intérieure, celle de la densité intérieure et non du compte en banque et du faux diplôme, et la réalité du travail. Mais le travail, ce peut être un travail intérieur, à dire vrai. La participation au bien-être et à l'existence de la ville tout entière n'est pas une chose calculée individuellement. Tel individu doit donner tant. Ce n'est pas comme cela. C'est calculé d'après les moyens, l'activité, les possibilités de production. Ce n'est pas l'idée démocratique qui découpe tout en petits morceaux égaux, qui est une machine absurde. C'est calculé d'après les moyens. Celui qui a beaucoup de capacités donne beaucoup. Celui qui a peu donne peu. Celui qui est fort travaille beaucoup. Celui qui n'est pas fort fait autre chose.
N'est-ce pas? C'est quelque chose de plus vrai, de plus profond. Il faut que ce soit une chose vivante et vraie, pas une chose mécanique. L'organisation doit être arrangée de telle façon que les nécessités matérielles de tous soient assurées, non pas selon les idées de droit et d'égalité, mais en se basant sur les nécessités les plus élémentaires. On ne paye pas la nourriture, mais on doit donner du travail ou des ingrédients. Et alors, une fois cela établi, chacun doit être libre d'organiser sa vie, non pas selon ses moyens monétaires, mais selon ses capacités intérieures. Et pas de règles, pas de lois, ce qu'un certain nombre d'échantillons se sont empressés de prendre pour la liberté de la licence. Mais on ne truque pas avec le pouvoir. Il y a un étrange phénomène automatique qui se produit, c'est que les faussaires sont comme d'eux-mêmes expulsés, ils s'expulsent d'eux-mêmes. Tout d'un coup, ils en ont assez, ils ne peuvent plus rester. Ou alors, ils sont amenés à de telles turpitudes qu'ils se détruisent eux-mêmes. C'est simple et catégorique, tout se démasque. Pas besoin de tribunal, ça jaillit du dedans. Et c'est la vraie loi du monde futur. Tout jaillit du dedans. Alors, c'est inévitable parce que c'est l'œuvre de soi-même. On apprend l'œuvre de plus en plus parfaite. C'est tout. Et finalement, c'est la seule joie. Faire l'œuvre parfaite, quelle qu'elle soit, c'est l'œuvre de soi. D'habitude, jusqu'à présent et de plus en plus, les hommes établissent des règles mentales selon leur conception et leur idéal, puis ils les appliquent. Et cela, c'est absolument faux, c'est arbitraire, c'est irréel, et le résultat, c'est que les choses se révoltent ou dépérissent et disparaissent. C'est l'expérience de la vie elle-même qui doit lentement élaborer des règles aussi souples et aussi vastes que possible, de façon qu'elles soient toujours progressives. Rien ne doit être fixe. Ça, c'est l'immense erreur gouvernementale. On fait un cadre, on dit voilà, nous établissons ça et nous devons vivre là-dessous. Et alors, naturellement, on écrase la vie et on l'empêche de progresser. Il faut que ce soit la vie elle-même, se développant de plus en plus dans une progression vers la lumière, la connaissance, le pouvoir, qui petit à petit établissent des règles aussi générales que possible, de façon qu'elles soient extrêmement souples et puissent se changer avec le besoin et aussi rapidement que changent les habitudes et les besoins. Au fond, le problème se réduit presque à ceci: remplacer le gouvernement mental de l'intelligence par le gouvernement d'une conscience spiritualisée. C'est cette délégalisation du mental qui doit descendre jusque dans le corps. C'est l'expérience ultime d'Auroville. Pas une société nouvelle,
un type nouveau. C'est cela que le corps est en train d'apprendre, à remplacer le gouvernement mental de l'intelligence par le gouvernement spirituel de la conscience. Et cela fait, ça n'a l'air de rien, on peut ne pas s'en apercevoir. Cela fait une différence formidable au point que cela centuple les possibilités du corps. Quand le corps est soumis à des règles, même si elles sont larges, même si elles sont compréhensives, il est l'esclave de ces règles. Et ses possibilités sont limitées par ces règles. Mais quand il est gouverné par l'esprit et la conscience, cela lui donne une possibilité, une flexibilité incomparable. Et c'est cela qui lui donnera la capacité de prolonger sa vie. Les nécessités ont perdu leur autorité. On peut s'adapter comme ceci, s'adapter comme cela. Toutes les lois, ces lois qui étaient des lois de la nature, ont perdu tout leur despotisme, pourrait-on dire. Il suffit d'être toujours souple, attentif et responsif à l'influence de la conscience dans sa toute-puissance, pour passer à travers tout cela avec une souplesse extraordinaire. Ça, c'est la découverte qui se fait de plus en plus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est une découverte merveilleuse. C'est comme une victoire progressive sur tous les impératifs. Alors, toutes les lois de la nature, naturellement toutes les lois humaines, toutes les habitudes, toutes les règles, tout cela, ça s'assouplit et ça finit par être inexistant. Et finalement, on voit, à mesure que le procédé devient de plus en plus parfait, cela veut dire intégral, total, ne laissant rien en arrière, c'est nécessairement, inévitablement, la victoire sur la mort. Non pas que cette dissolution des cellules n'existe plus, mais elle n'existerait que quand elle serait nécessaire. Pas comme une loi absolue, mais comme un des procédés quand c'est nécessaire. Parce que décidément, le procédé de la mort, c'est uniquement, exclusivement, l'incapacité de progresser, l'emprisonnement, la cage parkinsonisée qu'il faut démolir pour aller plus loin. C'est sa seule raison d'être évolutive. On ne meurt pas de cancer, jamais. On meurt de fossilisation de la conscience dans un certain type d'expérience. La mort ne s'attaque qu'à la mort. C'est surtout cela. Tout ce que le mental a apporté de rigide et d'absolu et d'invincible presque qui va disparaître. Et simplement par cela, passer le pouvoir suprême à la conscience suprême.
un terrain d'essai en subversion mentale, jusque dans les cellules. La dernière sédition. Et pour que l'effort évolutif s'accroche à quelque chose de concret, selon les normes humaines, à la manière des anciens pharaons, ou peut-être des chevaliers du Moyen-Âge qui devaient passer l'épreuve, ces Aurovilliens ont reçu pour première tâche de construire un centre symbolique autour du signe de Sri Aurobindo, comme un énorme bouton de lotus qui sort de terre. Aurobindo veut dire lotus. De cette boue de la terre dans laquelle doit s'infiltrer la conscience vraie, la conscience de vérité supramentale. C'est ce que Mère appelait, avec son humour charmant, la tour de Babel à rebours. Ils se sont divisés dans la construction, alors maintenant, ils se sont rassemblés pour s'unir dans la construction. Voilà, une tour de Babel à rebours. Déferons-nous la Babel mentale? C'est toute la question du XXIe siècle approchant. En vérité, c'est la question même que nous pose l'évolution. C'était en février 1968. La révolution immobile. C'est une étrange vague qui a couru le monde cette année-là. Nous nous souvenons de cette première astronaute russe, Valentina Tereshkova, qui s'étonnait de cette petite boule orange qui formait une si jolie unité vue d'en haut. Des coulées de nuages, des courants magnétiques enjambent nos continents, mais nous ne voyons pas l'invisible coulée qui relie terrestrement toutes nos veines et nos cellules. Pourtant, c'est là, ça presse de plus en plus, de plus en plus. C'est une certaine qualité de vibration qu'il est difficile de décrire, mais qui donne l'impression d'une chose coagulée, pas morcelée, disait-elle en 1966 déjà. Quelque chose qui semble plus dense que l'air, qui est extrêmement homogène, d'une luminosité dorée, avec une puissance de propulsion formidable, et ça, cette vibration-là, exerce une pression sur les gens, les choses, les circonstances pour les mouler selon sa vision. Et c'est irrésistible. Même les gens qui pensent le contraire, qui veulent le contraire, font ce qui est voulu sans le savoir. Même les choses qui s'opposent par leur nature même sont retournées. Pour les événements nationaux, les rapports entre les nations, les circonstances terrestres, ça agit comme cela constamment, comme une puissance formidable. Les résistances de l'inertie dans les consciences et dans la matière font que cette action, au lieu d'être directe et parfaitement harmonieuse, devient confuse, pleine de contradictions, de chocs et de conflits.
Au lieu que tout s'arrange, on pourrait dire normalement, sans heurts, comme cela devrait être, toute cette inertie qui résiste, qui s'oppose, fait que cela commence à avoir un mouvement entremêlé où les choses s'entrechoquent et où il y a des désordres et des destructions qui ne sont rendus nécessaires que par la résistance, mais qui n'étaient pas indispensables, qui auraient pu ne pas être, qui n'auraient pas dû être pour dire la vérité. Parce que cette volonté, ce pouvoir, est un pouvoir de parfaite harmonie, où chaque chose est à sa place, et il organise merveilleusement. Mais quand ça descend et que ça presse sur la matière, tout commence à bouillonner et à résister. C'est la constante infiltration et substitution de la vibration vraie à la vibration mensongère. Et c'est cela qui est si extraordinaire. Nous sommes comme dans un monde de merveilles, magiquement transformés en chaos. Une magie irréelle, vraiment. Une magie de l'irréalité dont nous sommes si formidablement complices dans le moindre détail de nos réactions. La vibration arrive, on la voit, c'est simple, c'est direct. Et puis tout s'entortille magiquement. C'est réellement comme un voile de mensonges ou comme une buée de mensonges qui nous enveloppe et enveloppe tout. Cela n'a aucune réalité. C'est presque comme de l'invention de catastrophes systématiques. On ouvre les yeux vraiment et c'est un fantôme. Et parfois, la quantité infiltrée est suffisamment forte pour dissoudre un instant le nuage. Alors on ouvre les yeux à ne pas croire, à ne plus croire à rien de ce monde-là. C'est ce qui s'est passé en 1968 à l'insu de tous, comme une répétition générale. Une toute petite répétition. Et l'on voit si clairement les deux mouvements entremêlés, les deux forces, la vibration vraie, la vibration fausse, et instantanément presque la déformation du mouvement vrai, victorieux, qui semblait s'abattre sur tous ces étudiants à travers le monde. La victoire, il faut pouvoir la supporter. Surtout cette victoire-là. Et c'est pour cela qu'on nous replonge dans notre inanité ou insanité et nous pilonne et repilonne jusqu'à ce que l'infiltration puisse être assez globale pour dissoudre le mensonge sans tout casser. Jusqu'à ce que nous voulions voir vraiment. Le 28 février, 124 étudiants de 124 pays, plus les représentants de 23 États de l'Inde, soit 147, viennent jeter une poignée de terre de leur pays dans l'urne d'Auroville, comme pour mêler toutes ces terres en une terre vraie, une seule, une terre de vérité. Et ce n'est pas d'Auroville dont il s'agissait, d'aucune ville d'ici ou de là, aucun lieu de l'Est ou de l'Ouest. Un lieu qui s'appelle Terre, tout simplement, comme la petite boule orange enveloppée dans son maléfice.
Ils étaient 147 à vouloir défaire le maléfice. Le 8 mars, 9 jours après, les étudiants de Varsovie, on ne sait pas pourquoi, déclenchent une émeute, à bas la censure, crie-t-il dans les squares. La censure de quoi? De l'homme vrai, peut-être, sous son carcan mental. Le 23 avril, une autre vague, ou la même toujours, s'empare des étudiants de l'université de Columbia aux États-Unis. La révolte. De quoi? Personne ne sait rien vraiment. Où on met des étiquettes et des bannières, mais c'est la révolte, tout court. Puis le 2 mai, Nanterre, la grève des étudiants. Cela n'a pas du tout le caractère d'une grève. Cela a le caractère d'une révolution, déclare Mère instantanément. Elle avait vu, elle voyait. Et toute la bouillie du mensonge qui s'empare instantanément de la grande flamme. On en fait de la politique et de si pauvres histoires. Mais c'était l'histoire vraiment. Mais peut-être les grands primates auraient-ils pris cette vague-là pour régler leurs griefs de tribu. Ils ne comprenaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais tout de même, le vent court jusqu'à Mexico où l'armée saisit l'université, jusqu'au Caire, à Alexandrie, à Calcutta, à Madras, jusqu'à Prague en novembre. Rampalach s'immolera dans les premiers jours de janvier, un 16 janvier. Tandis que d'obscurs grondements du vieux mensonge semblent rouler de l'est à l'ouest et partout. Dans le Pacifique, la France décroche le douteux honneur de devenir la 5e nation nucléaire. C'est l'assassinat de Luther King, l'assassinat du frère de Kennedy, l'invasion de la Tchécoslovaquie, la candidature de Nixon, la crise de l'or, enfin, la, entre guillemets, pire crise depuis 1930, la fermeture du marché de Londres. Mais ce n'est qu'un commencement. Le règne de l'argent tire à sa fin, disait-elle. Et elle voyait clair, elle a toujours vu clair. Le faux or de la terre, tandis qu'un or léger, un instant, a couru dans les veines de la terre, et personne ne savait pourquoi. Nous débarquerons sur la Lune dans quelques mois, casqués, bottés, radarisés et ordinés à la seconde. Le programme, entre guillemets, est parfait. Mais c'est peut-être la fin de la programmation mentale. Si nous savons, si nous voulons, toucher ce petit déclic doré. Il y a le très fort sentiment, très fort, dans la conscience, que le temps est venu, disait-elle en ce même mois de mai. Il y a d'immenses périodes où les choses se préparent, le passé s'épuise et l'avenir se prépare. Et ce sont d'immenses périodes, neutres, ternes, où les choses vont se répétant, et ça a l'air de devoir être toujours comme cela. Et puis tout d'un coup, entre deux périodes comme cela, le changement se produit.
comme le moment où l'homme est apparu sur la terre. Maintenant, c'est quelque chose d'autre, un autre être. En tout cas, il est certain que nous verrons les signes précurseurs, ou plutôt même que nous sommes en train de voir les signes précurseurs. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Ce sont encore les mouvements avant-coureurs. Alors c'est dispersé, ce n'est pas combiné. Mais pour celui qui sait voir, c'est évident. Par exemple, tous les étudiants et toute la classe ouvrière se sont unis. Il y a naturellement, mentalement, tout le mélange de toutes sortes d'idées, mais la force derrière. Ils ne le savent pas eux-mêmes, mais ils sont poussés par une force qui veut la manifestation d'une vérité plus vraie. C'est clairement, pas dans le détail, mais dans la direction du mouvement. C'est clairement la volonté d'en avoir fini du passé, de laisser la porte à l'avenir. C'est comme une sorte d'écœurement de la stagnation, soif de quelque chose qui est en avant, qui paraît plus lumineux et meilleur. Et en effet, il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement une imagination, il y a quelque chose. C'est cela la beauté, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une réponse, il y a une force qui veut s'exprimer. Et Mère ajoutait ceci qui nous laisse songeurs. Il paraît que ce ne sont pas les étudiants qui ont commencé la violence, mais la police. Et cela, c'est très intéressant, parce que la police représente la défense du passé. Et quand j'ai reçu la nouvelle de la révolte, alors est venue en moi la vision. Cela a été dit très très clairement, une vision très claire, l'avenir. C'est la puissance supérieure qui contraint les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Entre maintenant et cet avenir qui est très en avant, ce doit être la puissance d'un nombre immobile. Et alors la vision très claire, si des millions, pas des milliers, des millions de gens s'assemblent, occupent les lieux absolument pacifiques, simplement s'assemblent et occupent, cela aura le pouvoir. Mais il ne faut pas de violence. Dès qu'on se laisse aller à la violence, c'est le retour au passé, c'est l'ouverture à tous les conflits. Une occupation par la masse, mais une masse toute puissante dans son immobilité. Je connais cela. Il y a toujours eu, identification de la conscience de ce corps avec tous les mouvements de révolution. Je les ai toujours connus et guidés avant même que les nouvelles ne viennent. En Russie,
en Italie, en Espagne et ailleurs, toujours, partout, et c'était essentiellement toujours cette même force qui veut hâter la venue de l'avenir, toujours, mais qui est obligée d'adapter ses moyens d'action suivant l'état dans lequel se trouve la masse. Et maintenant, justement, il semblerait que l'état de la Terre soit tel que tout au moins se prépare, si ce n'est pas déjà comme cela, se prépare la manifestation de la masse dans une espèce de volonté silencieuse et immobile. Et cela, c'est une période intermédiaire pour arriver à l'état où cette masse sera tenue sous contrôle et mise en mouvement directement par la puissance d'en haut. C'est vers cela qu'on marche. L'union des masses de Mao a peut-être un tout autre sens. Alors, un instant, nous imaginons ce déclic doré qui presse sur la masse de la Terre, sur cette masse jeune, ouverte, qui en a assez de cet avenir de robots intelligents, et tout s'arrête. Le conducteur de locomotive découvre soudain que sa machine n'a plus de sens. Le gratte-papier gouvernemental lève la plume au milieu de ses édits poussiéreux et s'aperçoit que ces paragraphes le suffoquent. L'électeur, le cher électeur, découvre subitement que son vote est nul et qu'il vote subitement pour des gardiens de cage. L'homme de droite, l'homme de gauche, l'homme du centre découvre qu'il n'y a plus de centre et de sens et qu'on fait naufrage de tous les côtés. Les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les jaunes, les rouges, regardent à ne plus y croire ces barrières de termites qui les emprisonnent dans des idéologies non existantes. Les jeunes, les petits jeunes, les pas suffoqués encore, regardent les piles d'équations et les piles de diplômes et les piles de bibliothèques et toutes les charmantes bombes que leur papa entasse, et ça ne veut plus rien dire. On ne vit pas pour ça, non. À moins d'être fou tout à fait. Alors on laisse tomber la plume, laisse tomber le paragraphe, la locomotive, le bulletin de vote et l'équation et toute la mécanique timbrée. Et on n'y est plus. On n'a jamais été là. C'est un mensonge. Ça n'existe pas. Nous, on est ailleurs. On est du prochain monde là qui nous éclate sous le nez et le voile se déchire. Par la puissance de ces milliards de regards qui veulent voir la terre vraie, vivre la vraie vie, être pour de bon, l'illusion s'écroule. Et on rit tout d'un coup, un immense rire divin qui saisit toute la terre sous le nez des fantômes sidérés. On rit à ne pas y croire, à ne plus jamais y croire. C'est fait, on y est, on vit, on respire, c'est là. La grande grève de la mécanique mentale. Les millions immobiles qui laissent tomber la mécanique, tomber le fantôme, tomber les lois, tomber la mort. On ressuscite sur la vraie terre.
simplement la puissance immobile de millions de regards qui n'en veulent plus. Et la trame s'évanouit. Non, pas le retour au rouet, le bond dans la vraie terre. Un acte magique terrestre, une révolution immobile. Et la mécanique s'arrête, c'est tout, c'est fini, ça ne marche plus. Il n'y a plus personne pour la faire marcher. Plus personne pour élire des gardiens de prison, plus personne pour barricader les frontières, plus personne pour serrer les boulons. Il y a des vivants, c'est tout. Et ils inventeront un nouvel avenir par la force de leur joie. C'est une impression qui vient, grandissante, que le vrai est le seul moyen de changer le monde, que tous les autres procédés de lente transformation sont toujours en tangente. On approche de plus en plus, mais on n'arrive jamais, et que le dernier pas, ce doit être cela, cette substitution de la vibration vraie. Nandanam, 28 août 1975, fin du tome 2.